Radio France Internationale. RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine ce matin, 5 jours de violence et désormais un cessez-le-feu au Soudan du Sud après les affrontements de ces derniers jours à Djouba. Et le président Salva Kiir et son vice-président et rival Riek Machar appellent à la fin des combats. Reste maintenant à voir s'ils seront entendus. Hier aussi, le secrétaire général des Nations Unies a réclamé un embargo sur les armes et prévenu les auteurs des violences et les responsables qu'ils devront répondre de leurs actes. Le pouvoir, des opposants et des membres de la société civile du Burundi, tous de retour à Arusha, en Tanzanie, pour une deuxième session du dialogue inter-burundais. Le Sénarède, la principale coalition d'opposition, n'est toujours pas invitée en tant qu'entité. Les autorités de Bujumbura la considèrent comme terroriste, mais certains de ses membres sont tout de même présents à Arusha. Dans ce journal également, la visite du président sud-africain en France, aujourd'hui sur les traces des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. L'île Maurice, qui envisage un recours à la justice internationale contre le Royaume-Uni à propos de l'archipel des Chagos. Et dans un quart d'heure, notre invitée sera ce matin la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, alors que les candidats à l'élection présidentielle du mois d'août ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier. C'est d'abord le camp du président Salva Kiir qui a annoncé un cessez-le-feu hier de manière unilatérale au Soudan du Sud. Il a été imité environ 2 heures plus tard par celui de son rival, le vice-président Riek Machar. Depuis jeudi, leurs hommes s'affrontaient à Djouba, la capitale, pour un bilan difficile à estimer, mais qui dépasse déjà les 300 morts. Une cessation des hostilités, c'est ce que réclamait la communauté internationale. Une communauté internationale qui s'interroge aussi pourtant sur la capacité des deux dirigeants à se faire obéir de leurs hommes. Léonard Vincent. Il n'est pas anodin que ce soit le chef d'état-major de l'armée de Salva Kiir qui ait personnellement ordonné le cessez-le-feu à la télévision nationale lundi soir, en plus du chef de l'État. Le général Paul Malong, c'est son nom, est le tout-puissant commandant des troupes fidèles au président. Et d'ailleurs, les tentatives de Salva Kiir seul pour ramener le calme étaient restées vaines ces derniers jours. Mais l'autre camp aussi a ses hommes clés. Sous les ordres de Riek Machar, c'est le général Simon Gatouech Doual qui est le chef des soldats de l'opposition cantonnés dans la capitale. Alors qu'il est déjà sous le coup de sanctions de l'ONU, les conditions de son retour au pays avec ses hommes en avril dernier avaient donné lieu à de difficiles négociations qui avaient failli échouer. Ces deux généraux ne cachent pas leur détestation l'un envers l'autre, laquelle est largement partagée par leurs soldats, et il n'est pas exclu de l'avis de plusieurs analystes qu'ils aient surtout réglé leurs propres comptes ces derniers jours à Djouba, loin des arrangements politiques de leurs chefs. Ce sont eux, leurs adjoints, mais aussi les chefs de milices communautaires en province qui seraient tentés de leur prêter main forte, qui ont été fermement prévenus par Ban Ki-moon dans sa mise en garde de lundi. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, donc, qui a appelé le Conseil de sécurité à renforcer la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a décrété en plus un embargo sur les armes et il s'est donc aussi adressé directement au président et au vice-président sud-soudanais et à leurs chefs militaires. Ils devront rendre des comptes. Encore une fois, les dirigeants du Soudan du Sud ont trompé leur peuple. Rarement un pays n'aura gaspillé autant de promesses et si rapidement. À quel genre de leadership avons-nous affaire quand on utilise les armes et une politique identitaire encore et encore ? Un leadership de l'échec. Mon message au président Salva Kiir et au premier vice-président Riek Machar est clair. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour stopper les hostilités immédiatement. Ordonnez à vos forces respectives de se replier sur leur base. Permettez-moi de souligner encore une fois pour tous ceux qui commettent ces agressions que les actes de violence perpétrés contre des civils, contre les Nations Unies ou le personnel humanitaire peuvent constituer des crimes de guerre. Il doit y avoir et il y aura des comptes à rendre pour les atrocités qui ont été commises au Soudan du Sud depuis 2013. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Hier aussi, les ministres des Affaires étrangères des pays de la région de l'Afrique de l'Est se sont réunis à Nairobi. Ils indiquent vouloir demander une révision du mandat de la force de l'ONU pour pouvoir envoyer plus de casques bleus à Djouba si les armes n'étaient pas déposées immédiatement.
Pas encore de négociations directes, mais au moins des discussions autour du médiateur Benjamin Mkapa. Après bientôt 1 an et demi de crise politique au Burundi, les principaux acteurs se retrouvent à Arusha. Deuxième cycle de tractation dans cette ville du nord de la Tanzanie. Depuis le premier cycle au mois de mai, peu de choses ont changé. La principale coalition d'opposants, le Sénarède, n'est toujours pas conviée en tant qu'entité, mais cette fois, elle a autorisé ses membres à s'y rendre de manière individuelle. Esdras Ndikumana. Volonté de contribuer à sortir le Burundi de sa crise comme le Sénarède l'explique, ou tentative de sauver les meubles comme le laisse entendre le pouvoir burundais, la principale coalition d'opposition du Burundi a fait un virage à 180 degrés en autorisant ses membres invités à titre individuel à participer à cette nouvelle session. Et ces dirigeants qui n'ont pas été invités en raison de l'hostilité du pouvoir burundais sont aussi à Arusha pour tenter de convaincre le facilitateur Benjamin Mkapa de les convier pour la suite en tant qu'entité. À Arusha, ils vont donc retrouver, mais de loin, les représentants du gouvernement burundais, du parti au pouvoir et de ses alliés, mais il y aura aussi cette fois un peu plus de délégués de l'opposition politique burundaise, ainsi que de la société civile indépendante aujourd'hui en exil, qu'au cours du premier round. Après ces premières discussions, le facilitateur tanzanien a relevé les principales questions de fond qui devraient faire l'objet de futures négociations, de l'accord d'Arusha et de la Constitution à l'espace politique et démocratique, en passant par la situation sécuritaire au Burundi. Pendant ces 3 jours, il n'y aura pas de discussion entre les différentes parties, même Mkapa va les recevoir les unes après les autres pour tenter de dégager un calendrier de négociation et la liste définitive des invités selon des sources concordantes. Le facilitateur va alors soumettre sa feuille de route pour le Burundi au chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est en fin de semaine, en marge du sommet de l'Union africaine à Kigali. Esdras Ndikumana, Nairobi, RFI. Alors, en un peu plus d'1 an, depuis avril 2015, le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé sa volonté de briguer un 3e mandat, s'est présenté à l'élection, l'a remporté. La contestation et sa répression ont fait des centaines de morts et poussé au moins 270 000 personnes à l'exil. Et à certains endroits du pays, notamment certains quartiers de Bujumbura, la capitale, la violence, si elle est moins forte qu'il y a plusieurs mois, est toujours quasiment quotidienne. Anne Kantner. De nombreux habitants parlent d'une paix de façade. Les manifestations, les affrontements et les attentats sont moins nombreux qu'il y a quelques mois, mais la sécurité n'est pas encore complètement rétablie, la confiance encore moins. Les perquisitions sont quasiment quotidiennes dans les quartiers dits contestataires, ceux qui s'étaient mobilisés contre le nouveau mandat du président Nkurunziza. Des témoins et ONG dénoncent régulièrement des assassinats ciblés, des arrestations arbitraires et expliquent que le pouvoir cherche à faire taire les voix dissonantes. Les autorités, elles, démentent, répondent qu'un dialogue est déjà engagé au Burundi. Une commission mène depuis des mois des consultations qui pourraient aboutir à une nouvelle constitution. En fait, les seuls exclus, explique le gouvernement, sont ceux que Bujumbura considère comme des terroristes, en l'occurrence le mouvement en exil du Sénarède. Là, pas de négociation possible, les autorités refusent catégoriquement de s'asseoir à la même table. C'est sans doute la raison pour laquelle le facilitateur a préféré une fois encore inviter à Arusha les différentes formations du Sénarède individuellement, mais pas le mouvement en tant que tel. RFI, les 6h38 à Paris et à Johannesburg. Les affaires, hier, la mémoire et l'histoire. Aujourd'hui, le président sud-africain poursuit son déplacement officiel en France. Aujourd'hui, en compagnie du chef de l'État français, Jacob Zuma, se rendra dans le nord de la France pour assister aux commémorations du centenaire de la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Bataille à laquelle des Sud-Africains engagés dans les troupes de l'Empire britannique ont pris part aux côtés de l'armée française et contre les soldats allemands. Alexandra Pranjon. 14 juillet 1916, la première brigade d'infanterie sud-africaine est chargée d'attaquer les forces allemandes au bois d'Elleville. Pendant 5 jours et 5 nuits, les 3150 hommes de cette brigade vont résister sous une pluie d'obus de l'armée allemande. Ils tiendront le bois, mais les pertes sont énormes. Aujourd'hui, Pretoria y a installé son mémorial en hommage aux milliers de Sud-Africains qui se sont battus en France, un lieu d'autant plus important que c'est là qu'a été inhumé il y a 2 ans le premier soldat sud-africain noir tombé dans l'Hexagone. Beleza Miengoai reposait auparavant dans un petit cimetière civil du Havre, car à l'époque, la ségrégation existait déjà. Bill Nason, professeur d'histoire à l'université de Stellenbosch. À l'époque, le gouvernement, en raison de sa politique raciale, ne voulait pas entraîner des Noirs ou même les armer. Donc les Noirs recrutés servaient de main-d'œuvre dans les bataillons. Ils ont été envoyés au Havre, à Dieppe, pour travailler dans les ports, mais également derrière les lignes de front. Alors qu'ils étaient là-bas,
Ils étaient tenus à l'écart. Ils ne pouvaient pas se mélanger avec les Français comme des soldats sud-africains blancs qu'on nommait les Zoulous blancs. Au total, plus de 200 000 Sud-Africains ont participé à la Première Guerre mondiale. Alexandra Branchon, Johannesburg, RFI. Jacob Zuma qui est en France depuis hier. Hier déjà, le président sud-africain s'est longuement entretenu avec François Hollande, son homologue français. Il a été reçu le matin au Palais de l'Élysée avant d'y revenir le soir pour un dîner d'État. Les deux chefs d'État qui se sont félicités du partenariat stratégique historique entre leurs deux pays, France et Afrique du Sud, qui veulent approfondir leurs relations économiques. Laure Broulard. Jacob Zuma était accompagné de 8 ministres et d'une importante délégation de chefs d'entreprise hier. Après avoir inauguré des rencontres économiques Afrique du Sud-France, il a appelé à un approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays, et ce, dans tous les domaines. Nous souhaitons développer notre coopération dans des secteurs clés comme l'énergie, la science et la technologie, l'économie, mais aussi les arts et la culture. Plusieurs textes viennent d'être signés dans ce sens. 6 accords signés en tout, avec du côté français un accent mis sur le développement des énergies renouvelables en Afrique du Sud. François Hollande. La France veut maintenant mener des politiques de développement qui puissent offrir une large place aux énergies renouvelables, aux modes de transport, qui puissent donc avoir des effets rapides sur le climat. Une convention de financement pour l'efficacité énergétique a été conclue via l'Agence française de développement et son homologue sud-africaine. Elle inclut les énergies vertes et le nucléaire. L'Afrique du Sud compte se doter de plusieurs centrales dans les prochaines années. L'appel d'offres n'a pas encore été lancé, mais la France espère pouvoir défendre sa candidature. Laure Broulard, le dossier a refait surface ces dernières semaines sur l'île Maurice. Port-Louis ne croit plus à une résolution diplomatique du conflit territorial qui l'oppose à Londres sur les Chagos. Les Chagos, c'est un archipel de l'océan Indien occupé par les Américains qui ont installé une base militaire, la base de Diego Garcia. Les autorités mauriciennes ont toujours estimé que le Royaume-Uni l'avait illégalement détaché et vidé de ses habitants au moment de la décolonisation dans les années 1960. Aujourd'hui, l'opposition appelle le gouvernement à monter une opération maritime pour alerter l'opinion internationale. Gouvernement mauricien qui, pour sa part, entend saisir la Cour internationale de justice. Abdoulaye Erali à Port-Louis. Depuis que ce contentieux territorial existe, jamais Port-Louis n'a démontré une telle fermeté envers Londres. Après avoir lancé un ultimatum et qualifié de menace inacceptable la réaction anglo-américaine, le Premier ministre mauricien a repoussé la nouvelle communication de Londres la semaine dernière. Selon Sir Eniro Jugnut, David Cameron a demandé à Maurice d'attendre la formation d'un nouveau gouvernement britannique pour rouvrir les négociations, ce que rejette le chef du gouvernement mauricien. Je ne peux attendre indéfiniment. J'ai pris une décision et nous allons la maintenir. Maurice a décidé de recourir à la Cour internationale de justice. Mais le chef de l'opposition appelle à une action plus audacieuse. Nous tout prendre bateau et nous aller. Pour nous, les Chagos, c'est à nous. Nous aller. Paul Béranger souhaite que les députés mauriciens et les exilés chagossiens prennent un navire pour les Chagos qui, dit-il, est notre territoire. Une opération qui alertera l'opinion internationale sur non seulement un contentieux territorial, mais un drame humain qui dure depuis 50 ans. Pour faire place aux Américains et leur base militaire de Diego Garcia sur cet archipel, les Britanniques ont vidé ce territoire de ses habitants dans des conditions indignes. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI. Port-Louis, où il est maintenant 8h43, 6h43 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes, la revue de presse des journaux africains avec Frédéric Couteau. Il sera question notamment des derniers développements à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Mais avant cela, tout de suite, la parole est à notre invité. Notre invitée qui est ce matin la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Avant l'élection présidentielle du 27 août, les candidats potentiels ont jusqu'à ce soir, minuit, pour déposer leur dossier auprès de la commission électorale. Le président en exercice, Ali Bongo, l'a déjà fait. Un chef de l'État dont la candidature est contestée par certains opposants. Il pense qu'Ali Bongo n'est pas le fils naturel d'Omar Bongo, qu'il n'est pas né gabonais et que par conséquent, il ne peut pas se présenter à cette élection. Et ils espèrent, ces opposants,
opposants que la commission électorale ou, en dernier ressort, la Cour constitutionnelle refusera de valider la candidature du chef de l'État. Marie-Madeleine Boransuo est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. En ligne de Libreville, elle répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Marie-Madeleine Boransuo, bonjour. Bonjour. Quel est le rôle de la Cour constitutionnelle dans la validation ou non des dossiers des candidats à l'élection présidentielle? Presque pas. Vous savez qu'au Gabon, c'est la Commission électorale nationale autonome et permanente qui reçoit tous les dossiers de candidature, les examine et valide les candidatures qui sont complètes. En fait, la Cour n'intervient que s'il y a un recours qui est porté contre la décision de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Depuis 2 ans, il y a polémique sur les origines du président Ali Bongo. Est-il né gabonais ou a-t-il acquis la nationalité gabonaise après sa naissance? Qu'est-ce que vous en pensez? Le juge constitutionnel que je suis ne peut, vous pouvez vous en douter, donner une quelconque position sur la question, d'autant plus que c'est une question qui peut être soumise à l'examen de la Cour constitutionnelle. En juillet 2009, le candidat Ali Bongo a produit un acte de naissance établi par la mairie du 3e arrondissement de Libreville. Puis en janvier 2015, 2 mois après la sortie du dernier livre de l'essayiste français Pierre Péan, le président Ali Bongo a reconnu sur Radio France Internationale qu'il s'agissait d'un faux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Là, vraiment, je n'ai pas suivi cette déclaration du président Ali Bongo Ondimba sur cette radio. Je ne peux donc pas donner un quelconque avis là-dessus. Alors, cet acte de naissance établi par la mairie du 3e arrondissement de Libreville, je crois que vous l'avez examiné vous-même, Madame la Présidente, à l'issue d'un recours formé dès 2009 par le candidat malheureux Luc Bengon-Nsi. Non, malheureusement, ce qui est affirmé ici et là est inexact. Monsieur Bengonti n'a jamais produit un quelconque acte de naissance. Je voudrais vous rappeler qu'en 2009, tous les dossiers de candidature avaient été déposés devant la commission électorale et qu'aucune requête en contestation de candidature n'avait été soumise à l'examen de la Cour constitutionnelle. Monsieur Bengonti a saisi la Cour constitutionnelle après que les résultats de l'élection aient été annoncés. Et quand il a fait ce recours, après l'élection, vous avez eu donc sur votre bureau le fameux acte de naissance du candidat Ali Bongo, c'est ça? Non, pas du tout. Monsieur Bengonti n'a produit au soutien de sa requête qu'une copie d'une page d'un livre écrit par un monsieur, par quelqu'un. C'est tout. Oui, c'est ça. Il avait produit une page du livre Affaires africaines de Pierre Péan, paru en 1983, c'est ça? Et comme vous le rappelez si bien, la photocopie d'une page d'un livre ne constitue pas un acte de naissance. Donc, si je comprends bien, si demain vous est soumis une requête en contestation de candidature, là, vous pourrez examiner cette requête. Si nous sommes saisis, la Cour tranchera au regard des dispositions de la loi relativement à son domaine de compétence et aux conditions de recevabilité des requêtes. C'est-à-dire que vous vous réunirez entre tous les juges de la Cour pour savoir si vous êtes compétent ou si vous ne l'êtes pas, c'est ça? Tout à fait. Pour toute requête, l'ensemble des membres de la Cour, nous sommes 9, se réunissent et examinent si la requête rentre bien dans le domaine de compétences dévolu à la Cour constitutionnelle ou non. Mais en 2009, vous disiez tout à l'heure que si le candidat Bengonsi vous avait soumis une requête en contestation de candidature, vous l'auriez examinée. Non, je n'ai pas dit que si Bengonsi nous avait saisi en contestation de candidature, on allait se déclarer compétente. J'ai dit qu'en 2009, la Cour n'avait jamais été saisie d'un recours en contestation de candidature. En 2009, le candidat Ali Bongo a produit un acte de naissance établi quelques semaines plus tôt par une mairie de Libreville. En 2014, la présidence gabonaise a fait paraître dans la presse un autre acte de naissance, en l'occurrence un extrait du registre de l'état civil de la mairie de Brazzaville de 1959. Il y a donc au moins 2 actes de naissance pour M. Ali Bongo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, cette question, c'est une question de droit. Elle doit être tranchée par les juridictions compétentes. Madame le juge constitutionnel que je suis ne peut donc pas donner un quelconque avis sur une question qui relève des instances juridictionnelles compétentes. Mais tout simplement le fait qu'un individu produise 2 actes de naissance différents, est-ce que ça ne jette pas la suspicion sur ses origines? Les discussions dans la rue
les discussions dans les médias, les écrits dans les livres, tout ceci ne peut pas constituer une décision juridictionnelle qui va s'imposer à tous. Cette question doit être tranchée par les juridictions compétentes en la matière. Mais ce que se demandent beaucoup de Gabonais, c'est une question toute simple. Si Ali Bongo est vraiment né à Brazzaville en février 59, pourquoi n'a-t-il pas produit l'extrait du registre de l'état civil de la mairie de Brazzaville dès sa première candidature en juillet 2009 ? C'est une question que se posent certains citoyens. Alors, à cela, je dis, le Gabon est un état de droit et s'il y a des suspicions et autres, il appartient à tout citoyen concerné ou intéressé de saisir les juridictions compétentes pour vider cette question-là. Madame la Présidente, merci. Marie-Madeleine Branchouot, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, l'invitée ce matin de Christophe Boisbouvier. Xavier Besson. L'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 12 juillet. Près de 3 semaines après le référendum sur le Brexit, David Cameron doit présider aujourd'hui son dernier Conseil des ministres avant de céder la place demain à Theresa May à la tête du gouvernement britannique. L'ancienne ministre de l'Intérieur a été nommée hier chef du Parti conservateur. Elle a déjà promis de négocier le meilleur accord possible, dit-elle, de sortie de l'Union européenne. À Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro doivent déclarer aujourd'hui l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire, ce qui ouvrirait la voie à une procédure de sanctions inédite dans l'histoire de l'Union européenne. Et puis Barack Obama est à Dallas aujourd'hui avec son épouse, de même que l'ancien président George Bush fils, pour rendre hommage aux 5 policiers tués par un soldat réserviste noir qui avait dit vouloir venger sa communauté et des violences dont elle est victime de la part des forces de l'ordre. Le président américain doit également rencontrer en privé les familles des policiers décédés. RFI. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains. À la une ce matin, le Soudan du Sud à feu et à sang. Oui, les combats ont repris la semaine dernière dans le plus jeune État du monde, opposant forces armées rivales au milieu des populations terrassées. Triste constat dressé par Le Point Afrique. Les premiers bilans font état de 272 morts en un week-end, selon les médias locaux, poursuit le site d'information. Mais pour l'heure, impossible de vérifier ces chiffres, tant la confusion règne sur place. Ce que l'on sait parfaitement, en revanche, relève Point Afrique, c'est que les combats ont repris entre les soldats du président Salva Kiir et les hommes de son rival, l'ex-chef rebelle et actuel vice-président Riek Machar. Hier, un cessez-le-feu a été décrété par les deux parties à l'appel de la communauté internationale, mais rien ne dit qu'il sera respecté. Le cinéma macabre qu'il nous est donné de revoir au Sud-Soudan depuis 4 jours est la suite logique de combats fratricides interminables pour le pouvoir, soupire Guinée-Conakry Info. Les 2 frères ennemis, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, font encore semblant de jouer aux faiseurs de paix, tandis que les canons tonnent. Ce qui se joue à Juba et dans les provinces soudanaises, c'est cette guerre par procuration entre 2 frères perdus dans la chasse effrénée de la plénitude d'un pouvoir conquis, acquis, mais dont la gestion est impossible parce qu'en vérité, le jeu politique et militaire n'a jamais été franc entre eux. On attise les fagots de la guerre et on fait semblant d'éteindre le feu. Il en est ainsi depuis 2011 et bien avant. C'est terrible. Alors, s'achemine-t-on vers une guerre civile à grande échelle au Soudan du Sud ? Le pays, au Burkina, s'interroge. Oui, la question mérite d'être posée au regard de la recrudescence des violences meurtrières dans ce jeune État. Le pays qui pointe du doigt les 2 dirigeants, tous les malheurs qui se déroulent au Soudan du Sud, porte 2 signatures. La signature de l'homme qui ne se sépare jamais de son chapeau de cow-boy, c'est-à-dire Salva Kiir, et celle de l'homme aux lunettes fumées, Riek Machar. Ce sont en effet ces 2 individus aux égos surdimensionnés qui ont choisi en toute conscience d'inscrire le Soudan du Sud à l'article de la mort pour parvenir à leur fin, et pour cela, ils ne crachent sur aucun moyen. Le site d'information guinéen lejeli.com accuse également les 2 dirigeants sud-soudanais. Dévorés par leur égocentrisme et incapables de réaliser l'ampleur des défis du dernier-né des États africains, ils s'emploient depuis maintenant 3 ans à tuer le Soudan du Sud dans l'œuf, s'entourant chacun de milices qui massacrent indistinctement le soldat ennemi et le citoyen de l'autre ethnie. Ils semblent tous 2 résolus à sacrifier leurs compatriotes pour arriver à la fin ultime, le contrôle du pouvoir et des maigres ressources du pays. Qui plus est,
Pointe encore le Djeli. Salva Kiir et Riek Machar sont de plus en plus débordés par leurs propres combattants. Ainsi, les deux hommes étaient en conférence de presse quand samedi les premiers tirs se sont fait entendre dans la capitale, Djouba. Interrogés, chacun d'eux a dit ne pas connaître l'origine des affrontements, ce qui laisse supposer que dans leurs camps respectifs, il y en a qui ne souscrivent pas à leur volonté d'aller à la paix. Un désaveu cinglant qui en rajoute au risque de généralisation de la guerre à l'ensemble du pays et au-delà à toute la région. Alors Frédéric, que faire ? Pour le quotidien aujourd'hui à Ouaga, il faut un scénario à l'angolaise, ou du moins à la Savimbi. Il faut en effet que l'un des deux chefs guerriers soit écarté du pouvoir, avec le souhait que son remplaçant pourra s'entendre avec le restant pour qu'enfin le Soudan du Sud soit pacifié. Enfin, on revient au pays, au quotidien Le Pays, pour qui la solution pourrait venir des États-Unis. On se rappelle en effet que c'est le pays de l'oncle Sam qui avait pesé de tout son poids dans la balance pour obtenir la venue au monde de cet État, pointe le journal. Les Américains ont donc la responsabilité morale et politique de le guider et de l'encadrer jusqu'à ce qu'il soit en mesure de s'assumer, estime le quotidien burkinabé. À défaut de mettre hors d'état de nuire le tandem de la mort que forment Kiir et Machar, l'on peut envisager la mise sous tutelle onusienne du pays, le temps de permettre enfin au malheureux peuple du Soudan du Sud de souffler. Frédéric Couteau, merci. C'était la revue de presse des journaux africains. Revue de presse à retrouver sur notre site internet sur rfi.fr. Et pour être complet sur le Soudan du Sud, rendez-vous dans 4 minutes maintenant pour le prochain journal. Vous entendrez Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui appelle à un embargo sur les armes en direction du Soudan du Sud. Il appelle aussi à renforcer la mission de l'ONU dans le pays et il prévient les dirigeants sud-soudanais qu'ils doivent répondre de leurs actes. Tout ça, ce sera lors du prochain journal. Merci d'écouter Afrique Matin. On fait une petite pause. On se retrouve dans 30 secondes et on se retrouve avec le journal des sports. Ce sera avec Thomas de Saint-Léger. À tout de suite. Le goût du monde. Clémence Denavy. Cet été, le samedi, on invite ses amis et on fait chauffer les marmites. On parle de goût, de saveurs venues d'ici et d'ailleurs. On laisse les souvenirs remonter. Oh, tu te souviens, ce gâteau-ci et ce parfum-là? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est ça, le goût du monde. Et c'est sur RFI, le samedi, à 12h10 en temps universel et sur les réseaux sociaux, bien sûr. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et donc avec Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Du football à la une ce matin. Disqualification confirmée pour l'ES Sétif. Le club algérien est exclu de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et confirmation d'une décision prise fin juin par la Confédération africaine de football et motivée, on le rappelle, par le comportement des supporters sétifiens lors du match face aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Le terrain avait été envahi, la rencontre arrêtée avant son terme. Le règlement de la CAF est très strict pour ce type d'incident. Pas de clémence donc pour le champion de l'édition 2014 aux grandes dames des dirigeants du club algérien. Safir Jalal. Le président de Sétif, Hassan Hammar, avait redonné espoir pendant quelque temps aux supporters sétifiens. Après avoir été auditionné au Caire par la commission de discipline de la CAF, il avait déclaré au site égyptien Phil Goal qu'il était optimiste quant au retour de l'entente dans son groupe de la Ligue des Champions. Son argument, Sétif n'était pas responsable de l'aspect sécuritaire qui était du ressort des seuls services de police et d'ajouter qu'il n'y avait eu ce jour-là aucun blessé à déplorer. La CAF n'a donc pas été sensible à ces arguments et Sétif payera donc le prix fort suite à l'envahissement de terrain qui avait lieu face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans le temps additionnel de ce premier match de la phase de poule. Disqualification confirmée, les 2 prochains matchs africains à domicile seront joués à huis clos et en plus une amende de $45 000. Safir Jalal, Alger, RFI. Et conséquence de l'exclusion de Sétif, les Mamelodi Sundowns, les Nigériens d'Eyimba et Zamalek se retrouvent dans un groupe à 3 pour 2 places en demi-finale, 3e journée ce week-end. Toujours en football et toujours à la rubrique sanctions, la CAF a aussi eu la main lourde avec l'international congolais Christian Ngoudi Kama. Le vainqueur du dernier championnat d'Afrique des Nations avec la RDC est suspendu 2 ans pour dopage. C'est justement pendant le CHAN que le joueur de la SV Club de Kinshasa
avait été contrôlé positif à l'éphédrine, un produit stimulant prohibé en compétition mais présent dans plusieurs médicaments. Un mot de cyclisme pour finir, Thomas. Après une journée de relâche, le peloton du Tour de France reprend la route ce mardi. 10e étape, 197 km entre la principauté d'Andorre et Revel dans le sud de la France. Pas de danger a priori pour le Britannique Chris Froome. Le Sud-Africain Luis Meintjes est 9e du général ce matin. Merci Thomas de Saint-Léger. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.